Et on poursuit avec vous, Yvon Rioufol. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors que comprenez-vous du spectacle que nous donne la politique en ce moment? Oui, en rire, en effet, Mmh. c'est une noyade qui décourage de venir au secours du noyé. C'est un spectacle qui fait fuir les spectateurs. On serait en droit de hurler rembourser. Il n'y a que Sébastien Lecornu qui ressemble peu ou prou à son rôle de moine soldat avec cette silhouette de capucin inspiré, voûté sous sa capuche. Mais malgré tout, on voit bien qu'il se prête à une mascarade qui est une mascarade voulue de A à Z par Emmanuel Macron, qui a nommé ce gouvernement. Il ne vient pas de ceux du Premier ministre et qui cherche à jouer la montre en visant à multiplier les manœuvres dilatoires. Il est un peu comme la du Barry montant sur l'échafaud. Encore un instant, monsieur le bourreau. Ce à quoi on assiste, aux ultimes soubresauts, mais je l'ai peut-être déjà dit, c'est aux ultimes soubresauts du macronisme qui était lui-même dans la continuité de la social-démocratie, du progressisme. C'est le progressisme qui clôt un long intermède. Et d'ailleurs, très symboliquement, cet intermède a été clos par la panthéonisation de Robert Badinter la semaine dernière, qui était une des hautes figures de cette gauche qui maintenant ne produit plus que des petits hommes. Et donc cette panthéonisation, me semble-t-il, a symbolisé la fin de ce monde-là, la fin de la gauche, la fin du socialisme dans le fond. Car cette crise vient du fait que ce vieux monde épuisé ne veut pas partir. Il s'accroche à son pouvoir en reculant l'échéance de prochaines élections législatives qui me semblent être inéluctables, mais quitte en effet, on le verra tout à l'heure lors du discours de politique générale du Premier ministre, quitte à suspendre la réforme des retraites qui avait été la seule avancée de ce quinquennat. Donc on voit qu'il c'est une agonie épouvantable qui est en soins palliatifs et qui mériterait, dans le fond, de s'appliquer à elle-même. Je parle de ce régime macroniste, l'euthanasie qu'il va voter le 21 octobre, dans la mesure où cette euthanasie permettait effectivement de faire disparaître les improductifs et les faibles. Ouais. Eh bien, je pense que la Macronie est rentrée effectivement dans cette catégorie des improductifs et des faibles. En fait, pour dire les choses comme elles sont, la Macronie est déjà morte. Et elle est morte de ses idées fausses, c'est-à-dire elle est morte d'avoir construit son idéologie autour de la mondialisation, alors même que les peuples voulaient au contraire davantage de protection de leur culture, de leur mode de vie à travers des frontières, à travers des processus d'intégration maîtrisés. Pardon. Et bien, elle est morte surtout par l'absence de grands hommes. Elle est morte d'un personnel politique qui fait honte à voir dans les bassesses de ces politiciens qui restent dans des tambouilles. Et je m'aperçois que cette Macronie, mais peut-être plus généralement le système politique actuel, est incapable de produire des hommes d'État. Et je le dis parce que j'ai en mémoire, malgré tout, on peut penser ce que l'on veut de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, mais voilà deux hommes d'État qui ont été conspués par toute l'opinion occidentale et médiatique depuis un certain temps, deux parias dans le fond, qui sont en train d'écrire l'histoire, en tout cas au Moyen-Orient, mais peut-être l'histoire plus généralement de l'Occident quand il est affronté à une idéologie islamiste qui veut la détruire. Et donc il me semble intéressant de voir qu'en effet, le ressort de ces deux parias-là a été d'abord d'avoir des idées claires sur le but qu'ils avaient à atteindre, en l'occurrence effectivement d'éradiquer le Hamas et son Mmh. idéologie, qui est de mon point de vue une idéologie qui puise dans le nazisme d'alors, et puis de voir qu'ils ont opté pour effectivement la force plutôt que le soft power afin d'atteindre leur but et d'essayer effectivement de faire gagner l'idéal démocratique un peu partout dans cet Occident qui s'effondre. Mais je me remarque aussi, et j'en suis navré, qu'en France, le monde politique n'a pas ces ambitions-là, hélas. Mmh. Est-ce que la droite peut tirer profit de cette crise selon vous, Yvan Rioufol? Écoutez, je ne sais même pas si la droite va s'opposer tout à l'heure à 15 heures à la politique qui va être là, au discours de politique générale
de Monsieur Lecornu. Je crains qu'elle ne l'avalise, alors qu'elle a un boulevard devant elle, si elle acceptait au moins de se mettre dans la rupture de ce monde subclaquant dont je vous ai parlé. Elle reste pour l'instant, pour reprendre le mot de Guy Mollet, elle reste la droite la plus bête du monde. C'est-à-dire que l'on voit à nouveau qu'elle retombe dans ces travers qui consistent à se tirer dans les pattes. Je parle de la droite de gouvernement, Mmh. consistent à se tirer dans les pattes. On voit que Wauquiez s'oppose à Retailleau, qui lui-même a été lâché par 6 parlementaires qui ont rejoint le bloc central, alors que Retailleau, pour une fois, a pris cette bonne décision de se démarquer précisément de ce centrisme qui, de mon point de vue, a creusé la tombe de ces républicains-là. Donc, je vois que toute une partie des républicains continue à réciter les clichés convenus sur le Rassemblement national, parce que c'est vraiment la pierre d'achoppement. Le Rassemblement national, en laissant croire que ce Rassemblement national serait identique au Front national de Jean-Marie Le Pen. C'est une malhonnêteté intellectuelle et même une posture mondaine dans le fond que de soutenir ces genres de discours. J'ai entendu par exemple Jean-François Copé, qui est très révélateur de cet enfermement-là, nous dire hier, non c'était pardon dimanche sur RTL, que le Rassemblement national de Marine Le Pen était un danger absolu, c'était une catastrophe. Enfin, s'il y a un danger absolu et une catastrophe aujourd'hui, c'est quand même bien dans ce centrisme auquel Jean-François Copé et d'autres, Raffarin et bien d'autres, s'accrochent encore. Donc, cette droite est désespérante. Et d'ailleurs, je pense que le scénario d'une victoire d'Édouard Philippe en 2027 n'est pas à écarter, dans la mesure, enfin en tout cas, si, et Édouard Philippe étant l'avatar de ce macronisme dont on a dit qu'il était maintenant mort ou quasiment mort, mais je crains qu'une partie de l'électorat ne se retourne vers lui si la droite continue à se montrer aussi irresponsable, alors même qu'en effet, elle a une opportunité historique. Je parlais de boulevard de Nantel, elle a une opportunité historique à constituer une union des droites. Il y a un sondage dans Valeurs Actuelles qui est paru hier qui montre que au cœur même de l'électorat des Républicains, 82% de l'électorat des Républicains, 100% de l'électorat du Rassemblement national, je crois, enfin de mémoire, veulent cette union des droites-là. Et cette union des droites, elle est possible. Mais elle est possible simplement si, notamment Bruno Retailleau, puisque c'est le président des Républicains, pouvait se révéler comme étant l'homme d'État qu'il voudrait être en se séparant très clairement de toute cette partie des Républicains qui l'empêche précisément d'aller au bout des choses et d'aller au bout de ce rassemblement des droites qui me semble aller de soi. Ça devient même une évidence. J'observe d'ailleurs que les lignes bougent. J'ai entendu Monsieur Carucci nous dire qu'il voterait Rassemblement national en cas d'opposition à LFI, qu'il le ferait sans état d'âme. J'ai entendu Nicolas Sarkozy nous dire que le Rassemblement national était dans l'arc républicain. J'ai entendu bien avant Monsieur Klarsfeld nous dire qu'il n'y avait plus de soupçon d'antisémitisme dans ce parti du Rassemblement national. Donc on voit bien que tout se préparerait dans le fond à cette union des droites, mais que, encore une fois, l'homme d'État est si rare, l'homme fort, le grand homme, est si rare chez les Républicains que pour l'instant je ne vois pas, je ne vois rien venir, et j'espère que Bruno Retailleau, au moins lui ou d'autres, va rompre un peu ce cycle infernal, mais qui pour l'instant donne à Marine Le Pen une véritable stature d'homme d'État. S'il y a un homme d'État aujourd'hui qui se démarque de tout ce marigot, c'est bien effectivement la présidente du Rassemblement national. Et on voit que plus le système empêche les Français, ce système macronien empêche les Français d'aller voter, plus effectivement le Rassemblement national se consolide dans les sondages. Marine Le Pen peut dire merci à ses ennemis, dans le fond. Oui, et puis on avait par exemple ces images, très marquantes, de Marine Le Pen, qui était au contact des Français au moment où Emmanuel Macron, Oui, lui, rassemblait autour de lui, tous ceux dont les Français ne veulent plus finalement, justement. La ouais, fracture était exactement. Elle évidente. était, elle était auprès des sapeurs-pompiers, je crois me Mmh. souvenir, tandis que le petit cercle des élitistes de cette gauche mondaine était en train d'essayer de sauver sa peau. Oui, en effet, donc on voit qu'il y a là une dichotomie entre tout un monde qui s'accroche à ses prérogatives, je parle de ce vieux monde constitué maintenant par la Macronie, et puis cette nouvelle société qui tente à émerger et qui pour l'instant est bloquée dans ses expressions politiques, dans ses expressions publiques, par le refus de ce système
d'accélérer les consultations démocratiques, des référendums, des législatives, enfin de laisser au peuple le soin de trancher de son propre destin, c'est quand même bien la moindre des choses d'ailleurs. Ouais. Et Yvan Rioufol, quand vous nous parliez de cet homme fort qui devrait quand même émerger chez les Républicains, est-ce que vous ne pensez pas que l'Union des droites, justement, elle peut se passer d'un homme fort de la part des Républicains? Parce que c'est quand Vous même un avez tout à parti fait qu'on décrète mort tous les 6 mois, hein. Vous avez tout à fait raison. Moi, je parlais de cet homme fort parce que effectivement, on voit qu'il existe encore dans d'autres pays à travers Trump, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, je comprends très bien qu'on ne l'aime pas, mais enfin qui pourrait symboliser l'homme fort. Mais comme je vois effectivement qu'il n'y a pas ce profil dans le monde politique français, il faut également penser à des solutions alternatives, effectivement, à des solutions beaucoup plus collectives, parlementaristes, qui permettraient, par la conjonction d'intérêts communs, de pallier à cet homme fort. Moi, je pense pour vous donner mon sentiment très personnel, je Mmh. pense qu'il n'y a plus d'homme providentiel, mais qu'aujourd'hui, le peuple lui-même devient l'homme providentiel. Et donc, il faut cesser de penser qu'il y aurait un homme rédempteur. Et il faut se tourner de plus en plus vers le peuple qui, collectivement, par son intelligence collective, sa rationalité, dans le fond, pourrait pallier à l'insuffisance de tout un personnel politique qui maintenant nous fait honte à voir. Et en même temps, est-ce que ce peuple n'est déjà pas trop polarisé pour pouvoir gouverner de façon plus directe? Puisqu'on le voit par exemple aux dernières législatives, il y avait vraiment une opposition entre deux fronts avec cette émergence du nouveau Front populaire, quoi qu'on en pense, mais qui a vraiment créé un fossé et équilibré la balance, mais presque trop, puisque du coup, l'un ne peut plus peser beaucoup plus que l'autre à partir du moment où il y a ces jeux d'alliance. Il faut aller au-delà des jeux d'alliance et retrouver, dans le fond, quels sont les fondamentaux des nouvelles oppositions. Moi, je ne pense pas que la nouvelle opposition soit encore lisible à travers la droite et la gauche. La nouvelle opposition, je l'ai déjà dit ici, je crois, est entre les mondialistes et les souverainistes, les déracinés et les enracinés. Et c'est autour de ces grandes options-là, aujourd'hui, que doivent se constituer des pôles de résistance et des pôles d'attraction politique. Et donc, c'est tout un système. Ce n'est pas simplement la social-démocratie qui s'effondre, c'est toute cette opposition traditionnelle entre la droite et la gauche qui, me semble-t-il, est à revoir aujourd'hui à travers les conséquences d'une mondialisation qui a fait s'effondrer beaucoup de repères. Et il faut répondre aujourd'hui à cette urgence que l'on sent à travers les sondages et les propres conversations que l'on peut avoir, cette urgence qu'ont les Français notamment à retrouver leurs racines, oui, pour aller vite, Ouais. c'est-à-dire à retrouver leurs terres, leurs frontières, leur culture, leur mode de vie, et à se protéger d'une mondialisation arasante. C'est un petit peu autour de cette anti-mondialisation qu'il me semble qu'il faudrait reconstruire un monde politique qui est pour l'instant effectivement désarmé et décérébré, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup d'intellectuels pour penser ce monde nouveau. Ce serait un vrai sujet à aborder sur cet abandon des intellectuels face à ce monde qui s'est effondré, un peu de leur faute aussi, parce que c'est un monde qui n'a pas été pensé. Ouais. Yvan Rioufol, merci d'essayer de le penser, vous, de votre côté en tout cas. Merci pour cette analyse et puis je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure.